pour moi, la musique, c'est vraiment ça soigne, c'est la joie. Parfois, on chante des chansons tristes. Mais si on va voir pourquoi on a chanté, c'est essayer de trouver la joie. C'est plutôt de consoler le cœur. Pas de dire on va oublier le souci ou le problème, mais plutôt soigner ou consoler le cœur, soigner le cerveau, tout ça. Que ce soit les chansons joyeuses ou les chansons tristes, le but c'est plutôt chercher la joie. Nos histoires personnelles nous façonnent. Être né quelque part, avoir grandi dans tel contexte, marché dans tel paysage, vécu sous telle latitude, mais pas que. Avoir aimé, avoir vécu des expériences, des joies, des douleurs, avoir appris un métier, rencontrer d'autres humains. Ça construit une vie, un récit personnel, mais pas que. Lorsque ces vies et ces récits s'enchevêtrent, s'entremêlent, ça crée une histoire commune, une société, un monde. Et parfois, il est bon que quelqu'un se raconte, offre son histoire, comme une lueur qui aide à entrer dans l'universel, à comprendre le monde que nous tissons ensemble. Dans le podcast « Mais pas que », on se met à l'écoute de ces autres, dont les récits peuvent nous changer à jamais. Emmanuel, première. Bonjour, moi c'est Emmanuel, j'ai 33 ans. Je suis étudiant à Lyon 2 en droit public, master en droit public. J'aimais bien la musique, j'ai joué la guitare. Comment vous vous sentez quand vous jouez de la guitare ? Si je joue dans le groupe et dans les autres groupes de chanteurs, ou si je suis tout seul à la maison pour jouer la guitare, ça me fait plaisir. Ça me fait un moment de pause et c'est loisir, c'est comme on dit sport. Ça me soigne. J'aimais bien la guitare. Je peux pas dire que ça soigne les maladies, mais ça soigne le cerveau, quoi. Si je suis angoissé ou je me sens tout seul, je joue la guitare. Vraiment, ça aide. J'essaie de ne pas vraiment toucher la guitare si j'ai d'autres choses à faire. Parfois, ça peut demander de la volonté. Vous auriez envie d'aller vers la guitare facilement ? Ouais, c'est vrai. Si je vois la guitare à côté, à chaque fois je rentre dans ma chambre, la première chose à faire, toucher la guitare. Juste, si je vois que j'ai beaucoup de choses à faire, je la cache comme ça. Je vais pas y toucher, quoi. Parfois, je rentre et je me disais, est-ce que peut-être elle est pas désaccordée? Est-ce que peut-être avec le chaud, avec le froid, est-ce qu'elle sonne toujours bien? Quelle est l'histoire de cette guitare ? C'est un beau souvenir. Avant, j'avais une autre guitare. Du coup, il y a un moment, on était à la Croix-Rousse avec un autre monsieur qui s'appelle Marc. Du coup, on a fait un concert là-bas à la Croix-Rousse. Il y a un moment donné, il y a un autre monsieur, c'est son ami qui s'appelle Flip. Moi, je lui disais, au fait, j'aimais bien la guitare, mais la guitare, j'arrivais pas à la blancher, il sonnait pas très bien. Il a dit, non, vous inquiétez pas. J'ai 5 guitares à la maison. Si vous voulez, je peux vous donner une. Vraiment, j'étais très content. C'était mon cadeau après le concert. Du coup, depuis, on a passé d'autres concerts à Paris avec l'association GRS. On a passé d'autres concerts à Saint-Faux. Du coup, à chaque fois, j'y vais avec ma guitare. Parce que celui-là, le son, vraiment, c'est pas le guitare de haut niveau, mais c'est magnifique. Ouais. Du coup, là, si je vois la guitare, je dis, c'est un beau souvenir depuis que je suis en France et j'ai un cadeau. Ça me fait plaisir. Vous jouez de la guitare et vous chantez aussi. Oui, tout à fait. J'ai pas encore mémorisé beaucoup des chansons françaises, mais je peux essayer, mais là où je suis à l'aise, c'est avec les chansons de chez moi, parce que je comprends tout de suite et je peux pas oublier, mais je joue et je chante, mais pas d'une manière professionnelle. Plutôt, moi, la musique, depuis quand j'étais à l'école secondaire, j'ai joué la guitare. Même j'ai chanté, mais c'était pas plutôt mes projets pour l'avenir. Parce que moi, je me disais, les musiciens, il faut y aller chaque fois dans le train, je sais pas, dans les avions pour aller partout. Bon, ça fatigue, mais je n'ai pas fait la musique comme une profession. Plutôt,
chanter, jouer la guitare juste pour faire la pause et s'amuser avec les amis, des tout petits concerts comme ça. C'est pas une profession, quoi. Mais donc, bon, vous jouez seul pour faire la pause, vous disiez, vous jouez, vous chantez, et puis vous jouez aussi avec d'autres, puisque vous parliez de concerts. Qu'est-ce que ça permet, ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on joue à plusieurs, quand on chante à plusieurs? C'est un cadeau de plus. Parce que si on joue tout seul, c'est ma propre voix. Comme c'est moi qui joue, comme c'est moi qui chante, oui, ça me fait plaisir. Mais si il y a d'autres personnes qui viennent de jouer avec moi ou chanter avec moi, aussi ça fait plaisir. Vous imaginez par exemple si on est un groupe de 10, 11 personnes avec des voix différentes, c'est magnifique. Et qu'est-ce que ça produit sur quand il y a un public, quand c'est un concert par exemple? Vous voyez les gens en face de vous, qu'est-ce que vous voyez? Je sais pas comment je peux expliquer ça. Parfois, c'est pas facile de jouer le public parce que si on va, il y a, je sais pas, 200 ou 300 personnes dans une salle. Je peux pas dire que ça fait peur, mais moi, au début, pour commencer, je vois le public. Dès que j'ai déjà regardé le public, c'est moi qui va jouer. Pour ne pas se tromper ou pour ne pas envahi par le peur, je pense pas trop au public. Plutôt, je vais penser à qu'est-ce que je vais faire. Du coup, dès que j'ai fini le morceau ou j'ai fini la chanson que je voulais chanter, là, je peux regarder le public pour les aider à produire. Et quand c'est fini et que le public applaudit, parfois très fort et très longtemps, qu'est-ce qui se passe pour vous? Si on a bien joué, si on a bien... Parfois, ça arrive qu'on a peut-être oublié un tout petit truc. On se disait, même si j'ai pas bien travaillé dessus, mais au moins ça motive. Moi, je me disais, si ça fait pas plaisir aux autres, ça sert à rien de venir chanter devant les autres. Si ça fait plaisir juste à moi-même, je peux rester dans ma chambre et je joue dans ma chambre et ça me dérange pas. Mais si je vais de jouer avec les autres, j'aimerais bien que ça fait plaisir aux autres aussi. Si je vois que le public il a applaudi, il a bien aimé, l'idée c'est de trouver la joie à partager. À chaque fois, je vois que ça donne un beau résultat. J'ai l'impression que ça fait plaisir aux autres aussi. Au fait, moi, je ne suis pas un spécialiste dans la musique. De toute façon, je n'ai pas fait l'école de musique. J'ai joué à la musique parce que j'aimais bien la musique, j'aimais bien chanter. Je vois les autres qui chantent et j'essaie d'apprendre. Je vois les autres qui jouent la guitare ou le piano, j'essaie d'apprendre. Du coup, est-ce que la musique, c'est une source de joie? Parfois, on chante des chansons tristes. Mais si on va voir pourquoi on a chanté, même si on était triste, c'est essayer de trouver la joie. Vraiment, on est angoissé, on est triste. Mais on va essayer de chanter, même si c'est des chansons tristes. C'est plutôt de consoler le cœur en disant, même s'il y a des moments de difficulté, même si on a traversé des moments qu'on n'est pas capable de comprendre, mais au moins ça fait un petit moment de chanter. Pas de dire on va oublier le souci ou le problème, mais plutôt soigner ou consoler le cœur, soigner le cerveau, tout ça. De toutes les façons, que ce soit les chansons joyeuses ou les chansons tristes, le but c'est plutôt chercher la joie, d'une manière ou d'une autre. Parce que même si on va dire chercher la joie, ça veut dire que dans une seconde, des secondes, on va trouver la joie tout de suite, alors qu'on était triste. Non, mais on va essayer de plutôt de dire, même s'il y a des problèmes, ça va aller. Parce que même on va dans les chansons, parfois c'est triste, mais il y a des mots qui disent, peut-être aujourd'hui c'est triste, mais demain peut-être ça ira mieux. Ça veut dire que c'est des chansons tristes, mais qui viennent de consoler, qui viennent de soigner le cerveau. Pour moi, la musique, c'est vraiment ça soigne, c'est la joie. Est-ce que vous avez un souvenir, justement, d'un moment où vous avez vécu ça? Ah ouais, j'ai beaucoup de souvenirs. Il y avait des moments pendant la guerre, tout ça. Parfois, si on a passé toute la journée à courir, avec les bombes derrière, tout ça, le soir, on va essayer de chanter de tout petites chansons.
Peut-être les adultes ou les parents, c'était juste pour calmer les enfants. Mais aussi peut-être eux, ils avaient envie de se calmer. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Moi, j'ai l'impression que même si on a passé des moments très difficiles, mais on essaie de chanter, c'est apaisant. On est dans les événements traumatisants. Mais peut-être aujourd'hui ou demain ou après-demain, ça ira mieux. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on chante, on essaie de chercher, consoler ou chercher la joie dans les jours qui viennent. Courir sous les bombes et à la nuit tombée, chanter de petites chansons pour consoler le cœur et espérer la joie pour demain. Emmanuel, le musicien, le chanteur, vient de la guerre. C'est un faiseur de joie et pourtant, ici en France désormais, il partage les difficultés de toutes celles et de tous ceux qui, comme lui, fuyant la guerre, la violence et l'oppression, demandent l'asile en Europe. En 2022, ils étaient quelque 960 000, dont 140 000 en France environ. La procédure est complexe, semée d'embûches et souvent longue. Et puis, il y a le règlement Dublin. Ce texte de l'Union européenne impose aux demandeurs et demandeuses d'asile de déposer leurs requêtes dans le premier pays par lequel ils sont entrés sur le territoire de l'Union. Ils n'ont pas la possibilité de choisir. Cette directive donne lieu chaque année à de nombreux renvois, notamment vers les États situés aux frontières de l'espace Schengen, en particulier l'Italie et la Grèce. Lorsqu'une personne est priée de quitter la France pour rejoindre le pays responsable de sa demande d'asile, elle peut introduire un recours. Mais c'est une procédure compliquée dont le succès n'est pas garanti. Lorsqu'on lui a notifié l'obligation de rejoindre l'Autriche, responsable de sa demande d'asile, Emmanuel a vécu cela. Emmanuel, deuxième. Je m'appelle Emmanuel. Je suis en France depuis le 7 décembre 2019. Pour l'instant, je suis un étudiant à Lyon 2 en Master 1 droit public. Mon pays d'origine, c'est Rwanda. Je vis au Rwanda. J'ai quitté le Rwanda le 3 décembre 2019. C'est mon pays d'origine, même si il y a trop de difficultés, de stabilité politique. Je vois les collines et je vois l'environnement là-bas, tout ça, c'est bon. Mais s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la stabilité politique, ça ne sert à rien. De toute façon, si je veux dire des souvenirs ou des bonnes choses qui viennent dans ma tête, il n'y en a pas beaucoup. Je suis né dans une période très compliquée. On a quitté le Rwanda pour se réfugier au Congo. On a retourné encore. Il y avait la guerre entre 1996 jusqu'en 2000. Il y avait encore des massacres. Pendant la guerre, ils ont assassiné mes parents. Ce n'est pas des bons souvenirs. De toute façon, ça reste mon pays d'origine. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait, que votre avenir aujourd'hui, clairement, c'est la France et c'est là que vous imaginez ou que vous rêvez peut-être votre avenir. Et en même temps, le Rwanda vous a fait ce que vous êtes aussi. Enfin, comment ça marche en fait les deux en même temps? Moi, l'avenir, je ne vois pas trop comment je peux répondre. Parce que après les événements traumatisants, la guerre, tout ça, j'ai pu essayer avec les associations, Caritas Rwanda, tout ça. J'ai fait les études au Rwanda, j'ai fait les études en 2016. J'ai essayé de forcer trouver les efforts pour intégrer le travail. J'ai intégré le travail, acheter la maison, acheter la voiture, passer des permis de conduire, tout ça. Dans ma tête, c'est ça la vie. La vie, c'est essayer de se construire. Au Rwanda, j'ai tout lâché, quoi. Je suis arrivé en France, c'est pour plutôt sauver ma vie. Aujourd'hui, si je dis c'est quoi l'avenir, de toutes les façons, si la France accepte de me protéger, je ne vais pas rester inutile. Je sais que j'ai des obstacles. Par exemple, je ne suis pas à un niveau parfait dans la langue française, mais je ne vais pas me rendre inutile. Je vais essayer d'employer toutes mes forces, apprendre la langue et essayer d'apprendre la culture française pour bien comprendre comment ça marche. Mais si je vois l'avenir, moi, je pense plutôt d'essayer de finir les projets. Aujourd'hui, par exemple, si je dis j'ai fait les études à la fac, l'idée c'est plutôt essayer de finir les études. Si j'arrive à les finir, c'est bien. Si j'arrivais pas, tant pis, mais j'ai essayé. Du coup, si j'ai fini les études, peut-être il y a d'autres projets qui viennent dans ma tête. J'essaie de penser est-ce que je peux intégrer
les organisations internationales, est-ce que je peux intégrer par exemple Amnesty International, Handicap International ou Human Rights Watch. Mais peut-être, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel c'est plutôt essayer au moins dans un an, qu'est-ce que j'ai fait dans... En fait, à chaque fois, je me disais, un échec, c'est de passer une année blanche sans rien faire. En fait, j'essaie de ne pas trop penser à des années. Parce qu'à chaque fois, on pense des choses. On dit, dans 30 ans, dans 20 ans, je ferai ça. Après, dans 30 ans, on n'a rien fait. Bon, on n'a pas rien fait, mais on n'a pas tout réalisé. Vous êtes dans une période particulière, en fait, au moment où on se parle. Vous venez, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, d'avoir le statut de réfugié. La France donc vous a accordé sa protection, mais ça a pris 4 ans. Donc c'est aussi un temps très particulier, ça, non? Ces 4 années-là où on attend, en fait, d'avoir les papiers. Ah ouais, c'est la joie de voir le dossier abouti. On dit abouti. Oui. C'est extrêmement compliqué de passer 4 ans dans les démarches. Moi, il y a un moment où je me disais, c'est vrai que ça fait bientôt 3 ans. Hop, bientôt 4 ans. Moi, je me disais, qui était très compliqué, c'est de quitter le Rwanda. De toute façon, j'ai quitté le Rwanda, je suis en France. Même si ça va prendre des années, bon, c'était grave, mais c'était pas trop difficile. Du coup, pendant 4 ans, ça fait beaucoup de choses. Il y a un moment, je me disais aussi, ça fait des occasions de rencontre, des familles, des amis, discuter, faire la musique, tout ça, faire des études, mieux connaître comment on vit en France, comment on mange, comment on discute, comment on dit bonjour, tout ça, comment on parle. Parce que pendant 4 ans, c'est très compliqué si on reste tout seul. Mais pendant 4 ans, j'étais avec l'association JRS, j'étais avec les familles d'accueil, j'étais avec les musiciens qui m'aimaient bien, qu'on jouait ensemble. Ça faisait beaucoup, mais j'étais à la fac pour faire les études. Ça fait aussi des occasions. Comment j'ai passé les démarches, c'est très compliqué. Parfois même, on ne sait pas quoi faire. On passe à la préfecture, on va donner des documents d'identité, par exemple. L'agent de la préfecture il a vu que c'est la photocopie. Il voit bien que c'est moi avec qui ma photocopie d'identité, mais il ne croit pas. Du coup, il va prendre la décision en disant, monsieur, l'identité, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Je n'avais pas trouvé le mot français pour bien expliquer, mais là, j'ai passé à la préfecture. La réponse n'était pas favorable. Il faut saisir le tribunal. Le problème, c'est que moi, je me souviens, ils m'ont donné la décision c'est un arrêté de la préfecture. Vendredi vers 15h, comme ça, dans l'après-midi, vers 15h. L'agent de la préfecture m'a dit, monsieur, vous avez 48 heures, soit pour quitter la France, aller en Autriche, soit saisir le tribunal administratif de Lyon. Si c'est pas comme ça, d'ici samedi, dimanche, on va exécuter la décision. C'était une décision administrative où, de toute façon, je n'avais pas même compris qu'est-ce que c'est. Il y a des mots très compliqués, je n'avais pas bien compris. Sauf que je me disais, elle m'a dit que c'est une décision qui me dit de quitter le territoire français pour aller demander la protection en Autriche. Parce que, en fait, vous étiez passé par l'Autriche sur votre route et qu'en vertu du règlement Dublin, on relève du premier pays dans lequel on est passé. Et donc, c'était l'Autriche, en l'occurrence. C'était pour ça qu'il fallait retourner en Autriche. Ouais, tout à fait, c'est ça. Le problème, c'était de dire, est-ce que, normalement, les tribunaux, ça s'ouvre le week-end. L'agent de la préfecture m'a dit, monsieur, ça, c'est fermé. Du coup, si c'est fermé, vous me disiez, c'est 48 heures, c'est fini à lundi alors. Il a dit non, c'est fermé, mais il faut aller glisser la lettre il y a une boîte à lettres. Je me disais, là, c'est incroyable. J'ai pas un accès de réception. Ça, vraiment, c'est foutu. Dans ma tête, je me disais, c'est compliqué. Mais le problème, c'était pas que ça. Il faut rédiger la lettre. C'est trop lourd pour moi. C'était trop dur. J'ai fait quoi? J'ai écrit la lettre en anglais, je traduis en français avec beaucoup de photos d'autographe. Hop, j'envoie à la cour. Heureusement, il y a la machine qui va mettre les dates et tout ça. C'est trop difficile. Là, je ne vais pas passer le temps non mais pour expliquer ça. La décision, c'était aussi négatif. Le juge, il a pris la décision. Il y a le nom, mon nom et mon prénom. Si on va au milieu des pages, les explications, c'est notre personne. Il est en France depuis 2017. Il habite je ne sais pas où. C'est pas Emmanuel.
Donc ils se sont trompés dans la décision en fait. Voilà, je pense. Peut-être qu'il avait beaucoup de dossiers, mais on voit que c'est comme s'il a pris la copie des informations, hop, il a mis dedans, ça fait une autre personne. Vraiment, c'est incroyable, mais c'est la décision qu'on doit faire le recours ou respecter, on dit comment exécuter la décision dans le délai vraiment limité. C'est trop difficile. On a saisi la Cour administrative de Lyon. Au moins, ça, ils ont pris le temps pour bien vérifier le document, tout ça. Ils ont donné la réponse, c'est favorable. Tout ça, pour juste enlever la procédure de doubler, ça a pris 1 an. Même avant de commencer à déposer le dossier, quoi. Et on voit dans ce que vous racontez qu'en fait, c'est compliqué pour vous parce que vous ne maîtrisez pas le système judiciaire français, vous ne parlez pas à ce moment-là très bien français. En même temps, ce qu'on entend, c'est que vous raisonnez bien, vous comprenez les enjeux et donc vous réussissez quand même, tant bien que mal, à faire ce qu'il faut, même si c'est très compliqué, très stressant. Mais on imagine une personne, par exemple, qui n'aurait pas fait d'études et qui se trouve dans votre situation. C'est impossible, en fait, pour elle. Ouais. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que pour moi, même si je n'avais pas bien compris la décision, mais j'avais demandé est-ce que la décision c'est favorable ou c'est négatif. Du coup, à ce moment-là, je me disais, en tant que juriste, parce que j'avais fait l'étude de droit au Rwanda, je me disais de toutes façons, quoi qu'il arrive, il faut respecter le délai. Si c'est 48 heures, c'est 48 heures, parce que l'administration, il va pas, ou les tribunaux, ils ne vont pas jouer avec les délais. En 2009, le Rwanda a décidé de privilégier l'anglais au détriment des 2 autres langues officielles du pays, le Kinyarwanda et le français. Emmanuel a donc fait la majorité de ses études en anglais. En arrivant en France, il avait quelques souvenirs du français appris dans l'enfance à l'école, à une époque où il étudiait plutôt majoritairement en Kinyarwanda. Ce qui veut dire que quand il est entré en fac de droit, il lui a fallu commencer à étudier dans une langue qu'il avait tout juste recommencé à apprendre, et ce n'était pas pour lui le seul problème. Le problème, c'est que je ne savais pas la méthodologie française pour apprendre à la fac, pour rédiger les dissertations, les commentaires d'arrêt, tout ça, je ne savais pas. Le premier document que j'ai rendu, ils m'ont donné combien? Ils m'ont donné, je pense que c'était 4.5. Pourquoi? J'avais juste fait l'introduction. Hop, j'ai fait les parties, des parties, la conclusion. Mais la prof m'a dit, monsieur, on ne fait pas la conclusion. Si c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a décidé, on n'a pas besoin d'une autre conclusion. Parce qu'il y a déjà la conclusion. Je n'arrivais pas à comprendre comment ça marche. Même se communiquer avec les collègues, c'était trop difficile. Je me disais peut-être que c'est difficile, mais si je reste à la maison aussi, ça va me mettre encore dans les difficultés. Plutôt, y aller à la fac tous les jours. J'écoute. J'ai fait les enregistrements audio. À la maison, j'écoute. Au moins, il y a des mots qui restent dans ma tête. Au fil et à mesure, j'ai appris à m'exprimer, à poser des questions. La première fois, j'étais très content de poser la question. Il avait bien compris, il m'a répondu. Vraiment, j'étais très content. Pas simplement de dire qu'il a répondu à ma question, de dire qu'au moins il a compris ma question. C'était vraiment incroyable. Mais au fil et à mesure, j'ai appris beaucoup de choses et je ne sais pas comment ça vient, mais... Et vous avez validé vos semestres au fur et à mesure, quoi. Ah oui, pas simplement le semestre, même la licence. Moi, je ne peux pas abandonner la fac. Quoi qu'il arrive, je vais essayer de déployer toutes mes forces jusqu'à là où je vais au moins valider. Ça veut dire que, comme je sais mes difficultés, je prends le temps énorme pour me rattraper. Un Français ou une Française qui connaît bien le français, il va utiliser 3 heures. Moi, il me faut au moins 3 jours. Et donc, il fallait énormément d'énergie pour réussir à étudier dans cette langue qui n'était pas la vôtre, avec ces méthodologies que vous ne maîtrisiez pas au départ. Et puis, parallèlement, il fallait mener les démarches pour les papiers. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Vous avez raconté un peu celle du début, mais après, ça a continué. Qu'est-ce qui, pendant tout ce temps-là, les 4 ans, là, vous a aidé à tenir? L'énergie, vous la puisiez où, en fait? D'abord, les démarches pour le dossier, le droit d'asile, vraiment, c'est pas facile. Il demande beaucoup de preuves. Parfois, on explique avec les observations orales. Il comprend qu'il y a des problèmes, mais il dit peut-être c'est vrai ou c'est faux. Du coup, il faut vraiment le prouver avec des éléments concrets, précis. Après le dépôt de mon dossier, je me disais là, c'est des événements que j'ai traversés. C'est pas la peine de
chaque soir ou tous les jours, d'y retourner penser aux événements comme ça, plutôt d'essayer de faire d'autres choses. Ça veut dire qu'il y a le dossier administratif qui est à côté, mais je sais que ça va prendre des années pour étudier le dossier. Du coup, j'ai laissé le dossier à côté, fait d'autres choses, passer des moments avec les familles, les fêtes, les anniversaires, à la messe, au repas partagé. Ça fait aussi des moments de partager à table. Même je vois comment on mange, comment on discute. Par exemple, chez nous, on ne discutait pas si on mange, et si on finit de manger, on parle, on échange. Mais ici, par exemple, en France, on est à table et on mange, on discute, et des nouvelles, tout ça. Du coup, ça, il faut tout apprendre. Du coup, où j'ai trouvé les énergies pour faire tout ça, c'est avec les associations, c'est avec la famille, c'est avec des gens. C'est avec les Français ou les Françaises qui sont très gentils, qui disent, voilà, on discute. Parfois, il y a le mot, juste un mot que je n'ai pas compris. Je vais dire, est-ce que ça veut dire quoi ça? Hop, il va prendre au moins 2 ou 3 minutes pour m'expliquer juste un mot. Du coup, ils vont donner beaucoup d'exemples autour. Plutôt, il y a d'autres mots qui arrivent. Je dis, du coup, l'autre, ça veut dire quoi? Hop, on va passer 30 minutes pour juste expliquer. Même si je ne suis pas sûr que j'ai tout retenir. Au fil et à mesure, peut-être il y a des mots qui restent dans ma tête. Du coup, dans 4 ans, dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas, il y avait des mots qui allaient tomber dans mon cerveau petit à petit. C'est là où j'ai trouvé mes efforts. J'ai dit ça pour la fac, parce que la fac, de toute façon, le droit, c'était pas un problème pour moi, parce que de toute façon, je comprends qu'est-ce qu'on peut dire. Un obstacle, c'était la langue. Comment je peux apprendre la langue? C'est pas juste aller à la fac ou les associations il y a des professeurs qui vont expliquer comment on fait des conjugaisons. Il faut pratiquer la langue. Alors justement, ces familles-là dont vous parlez, c'est celles qui vous ont accueillis au sein du programme Welcome de l'association JRS, donc pendant plusieurs mois, je pense 9 ou 10 mois. Dans combien de familles vous avez été accueillis en tout? Moi, j'ai passé 9 familles. C'était pas simplement de dire une famille d'accueil. Moi, aujourd'hui, plutôt, ça devient ma famille, quoi. Si on comprend le mot famille d'accueil, ça veut dire que juste on t'accueille, dans 1 mois, hop, c'est fini. Du coup, qui est vraiment très bien. Après même le programme d'accueil, on a resté en contact. Est-ce que Emmanuel, ça va? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que... Ça fait plutôt la famille, pas la famille d'accueil. Même aujourd'hui, on reste en contact. On va faire l'anniversaire de ma fille, mes petits-enfants viennent à la maison. Viennent avec nous, on va faire, je sais pas, la canoë, on va jouer le pétanque, je sais pas. Un mariage, il n'y a pas longtemps, je crois. Ah ouais. Oui, voilà. Emmanuel, 3e. Je m'appelle Emmanuel. Qu'est-ce que je peux apporter à la France? Je pense pas que je vais apporter grand-chose. Moi, j'ai besoin de la France pour être protégé. Est-ce que je sais pas si la France elle a besoin de moi pour faire quoi? J'ai pas grand-chose à apporter à la France, mais au moins, les tout petites choses que je peux faire, je peux le faire. Même le temps de partager avec les autres, je pense que moi aussi, c'est essentiel. Il y a un moment, je passais les concerts avec le groupe de Marc. Ils chantent des chansons de plusieurs langues, ukrainien, italien, des autres langues en Afrique du Sud et tout ça. Je disais, comment vous avez fait pour apprendre beaucoup de chansons dans les langues différentes? Du coup, il m'a dit, voilà, t'es là, t'as des chansons dans ta langue, Kinyarwanda, on peut l'apprendre. Du coup, moi, je me disais, peut-être je vais me projeter dans les autres projets pour intégrer les métiers qui me conviennent ou de travailler pour me rendre participatif dans une société. C'est pas de rester tout le temps dans la musique, mais au moins le fait aussi de partager avec les autres, les événements, des échanges et tout ça, c'est bien aussi. J'aimais bien chanter, j'aimais bien jouer la guitare. Peut-être ça peut être une bonne idée d'intégrer les groupes de chanteurs. Pas rester dedans tout le temps, mais juste pendant le week-end ou le soir. Et là, c'est ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez partager avec nous? Si vous voulez, je peux vous partager une chanson. C'est une berceuse en Kinyarwanda. Et c'est une jolie chanson, je l'aimais bien.
yo charinjishi akenyegezi bisabo. Vous venez d'écouter Mais pas que, le podcast RCF qui va au-delà des préjugés. La saison 1, Exilés mais pas que, est coproduite avec JRS France. Pour découvrir d'autres portraits de personnes exilées mais pas que, rendez-vous sur le site rcf.fr, YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant de petites étoiles sur les plateformes. Pour plus de récits de vie, il y a aussi tous nos autres podcasts, par exemple Les colères de l'abbé Pierre ou encore Sacrés aventuriers, le podcast familial qui donne foi en l'humanité. Bonne écoute. charinjishi akenyegezi bisabo wirira wihogora mihoreze niba ushaka amata ikivuguto humura ntayaguha mwihoreze nimbirije umwana iyo gacaracara yo charinjishi akenyegezi bisabo wirira wihogora mihoreze umutesi nimurekatete wirira wihogora mwihoreze nimbirije umwana iyo gacaracara yo gacarinjishi akenyegezi bisabo